Salut les investisseurs et bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Déjà, tu peux voir que je suis dans un cadre assez différent. Je suis dans un joli chalet qui appartient à un de mes collègues de travail. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux le louer sur Airbnb, puisqu'il l'a mis en Airbnb depuis assez peu de temps et puis j'ai envie de l'encourager pour ça. Et en fait, cette semaine, on va faire une revue macroéconomique où on va passer à travers tout ce qui se passe dans l'économie mondiale et plus particulièrement sur le marché américain pour se donner des pistes de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre capital pour essayer de profiter des conditions de marché et qu'est-ce qui pourrait s'en venir au niveau de la récession, etc. Et on va donc faire ce tour de marché. D'habitude, je le fais en fait en format écrit sur le groupe Discord. Tu peux rejoindre bien entendu le groupe Discord avec le lien en description si jamais tu veux avoir ces analyses chaque semaine. C'est un petit peu plus précis bien sûr quand je le fais en format écrit puisque j'ai le temps d'écrire pour chaque catégorie que je suis en train de regarder et je te mets bien sûr à chaque fois les graphiques en corrélation pour que tu puisses te faire une bonne idée et affiner toi aussi ta lecture du marché. Allez, c'est parti pour les analyses. Donc, pour commencer, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des États-Unis. Donc, on peut voir que l'inflation, elle a baissé à 2,4%. Donc, ça, c'est plutôt un signe encourageant puisque l'inflation était beaucoup trop haute l'année passée. Et là, maintenant, on est en train de revenir proche de la cible de 2% de la Fed, qui est la banque centrale des États-Unis. On peut voir par contre que le montant d'argent en circulation lui reste à peu près stable pour l'instant, mais si on le regarde évalué par rapport aux réserves de la Banque centrale, on peut voir qu'il y a quand même une augmentation en fait de la masse monétaire, ce qui veut dire que en ce moment, l'argent s'est quand même légèrement dévalué, malgré le fait qu'on ait une inflation qui soit à la baisse. Ensuite, on peut constater que le chômage reste excessivement bas, donc en fait, j'avais mis ici une zone rouge qui est la zone dans laquelle on peut dire que le chômage est dans les plus bas. Et généralement, il y a une règle qui s'appelle la Sam's Rule, qui fait que quand le chômage rebondit de 0,5% par rapport au plus bas que l'on avait eu dans ce cycle, eh bien, ça déclenche une récession. Là, on est remonté de 0,5%. Et on a commencé à avoir une stagnation en fait de ce taux de chômage, ce qui veut dire que pour l'instant il y a eu des nouvelles créations d'emplois et qu'on n'est pas encore tout à fait dans ce cas de déclenchement d'une récession. Et ici, on peut voir les taux de rendement des différentes obligations, donc des différentes maturités d'obligations. Donc on a en rouge par exemple les obligations à 20 ans, on a en orange les obligations à 10 ans, en jaune 5 ans, en vert c'est du 3 ans et en bleu c'est les obligations à 1 an. Et on peut voir en fait qu'elles étaient complètement inversées, donc toutes ces maturités. Donc c'est-à-dire que les taux à 1 an avaient un rendement beaucoup plus élevé que les taux plus longs. Et là maintenant on est en train en fait de désinverser cette tendance. Ce qui veut dire qu'on est en train de revenir à la normale au niveau des rendements obligataires. Et généralement, en fait, quand ça se passe et qu'on a un croisement ici, on peut voir la différence entre le 10 ans, le rendement à 10 ans et le rendement à 2 ans. Et quand ça repasse au-dessus de 0, qui est la ligne rouge que j'ai mis ici, ça veut dire qu'on est revenu à la normale en fait dans l'économie. Mais généralement, ça aussi, ça déclenche une récession. Et là, on vient en fait de trigger cet indicateur, mais on peut voir que ça a légèrement rebaissé, puisque comme on a eu des plutôt bons scores de l'emploi et une inflation qui a continué à baisser, pour l'instant ça nous donne un signal que la Banque centrale pourrait ne pas avoir à accélérer sur les baisses de taux, et donc que ça pourrait nous amener vers le scénario d'atterrissage en douceur de la Fed, mais ça reste quand même une probabilité qui est mitigée, donc il faut faire attention et relire ces indicateurs au fur et à mesure des mois qui vont passer. Donc là, je t'ai présenté les principaux indicateurs que je surveille pour me faire une idée sur ce qui se passe au niveau des États-Unis. Maintenant, si on regarde au Canada, on va regarder essentiellement les mêmes indicateurs. Ce qu'on peut voir, c'est ici le prix des obligations. Donc le prix des obligations a fortement rebondi quand on a eu les premières baisses de taux, puisque si les obligations donnent moins de rendement,
et bien les obligations qui donnaient plus de rendement qu'on avait acheté auparavant, elles vont prendre en valeur. Donc là, on peut voir qu'on commence à rentrer dans une phase de stagnation et on a des taux en fait qui sont très très resserrés, mais qui, contrairement aux États-Unis, n'ont pas totalement fini de se décroiser. Donc là, on est encore dans des taux, par exemple, de court terme qui sont toujours les plus hauts par rapport aux taux de long terme ou qui viennent à peine de croiser avec les taux de long terme. Donc là, on est légèrement en retard sur le retour à la normale de l'économie. Mais on peut voir quand même que la différence entre le 2 ans et le 10 ans a redépassé la barre des 0%. Donc là, c'est plutôt bon signe. On est sur un retour à la normale de l'économie à ce niveau-là. Et puis, ce que tu peux voir ici, c'est que l'inflation au Canada, elle, par contre, on est largement en avance par rapport aux États-Unis et on est redescendu à 1,6, ce qui nous rapproche en fait presque de la déflation. Et ça, c'est quand même assez dangereux parce qu'on veut continuer à avoir de l'inflation au pays, mais dans une mesure normale, donc aux alentours des 2%. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que la Banque centrale a un petit peu trop appuyé sur le frein et que donc on a vraiment cassé la demande. Et si on casse la demande comme ça, et ben, ce que ça risque de faire, c'est de faire baisser aussi le PIB, puisqu'on a moins de consommation au pays. Donc pour l'instant, c'est surtout dû avec des prix de l'essence apparemment qui ont suffisamment baissé, même si moi, personnellement, quand je regarde les prix du pétrole, c'est pas forcément ce que j'ai constaté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup passer dans les médias, qui nous a été fourni comme explication, mais de mon constat sur les prix du pétrole, c'est pas le cas. Donc il y a peut-être réellement un ralentissement de la demande par rapport aux consommateurs canadiens, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'œil. On ne veut pas voir en fait ce taux d'inflation baisser bien en dessous des 1, ce qui risquerait vraiment de nous amener en déflation. Le taux de chômage, lui, a continué à augmenter jusqu'au 6,5%. Donc pour l'instant, on est sur des moyennes historiquement basses, donc pas de problème au niveau du chômage ici. Mais cette inflation à 1,6, moi je pense que ça va pousser la Banque du Canada à baisser les taux plus rapidement pour stimuler en fait un petit peu le consommateur canadien. Maintenant, si on regarde au niveau des indices boursiers, donc ce que tu peux voir, c'est que au niveau des indices boursiers, on va les passer en revue un par un. Donc je vais déjà commencer par le S&P 500. Donc le S&P 500, si on le regarde en échelle hebdomadaire, tu peux voir qu'on est toujours largement à la hausse, donc il n'y a pas eu vraiment de grosses nouveautés à ce niveau-là. On a quand même ici un market breadth qui est plutôt élevé, donc on commence à arriver vers un petit peu les limites du marché, c'est-à-dire que là on a, que ce soit sur le moyen, le court ou le long terme, la plupart des stocks qui sont au-dessus de leur moyenne mobile. Donc là, on va commencer à chercher le moment où il va y avoir une petite faiblesse, comme là on a eu par exemple dans ce moment-là, et à pouvoir se repositionner sur ces indices. Pour moi, il n'y a toujours pas de signal baissier ici. On voit bien que les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, etc. sont toutes orientées à la hausse. Les gros points de support, c'est les VWAP ancrés qui sont ici, qui nous donnent en fait la moyenne de prix d'achat depuis un point donné. Et en fait, cette moyenne de prix d'achat, elle est aux alentours des 500 et on est plutôt aux alentours des 570-575 en ce moment. Donc vraiment, là pour l'instant, on est très très loin des moyennes d'achat des participants du marché. Donc le principe va rester le même, c'est de continuer à s'exposer à la hausse. Par contre, on peut constater qu'on a une perte de volume sur les dernières périodes. Et donc ça, il va falloir voir des volumes recommencer à rentrer, parce que ce que ça nous indique, c'est tout simplement qu'il y a moins de participants qui ont de gros budgets pour justement continuer à amener les prix à la hausse, ce qui veut dire qu'il y a peut-être moins de fonds qui sont en train d'investir et plus d'investisseurs particuliers, ce qui généralement n'est pas forcément un excellent signe de santé du marché. Maintenant, on va passer au Nasdaq. Donc le Nasdaq, lui, il est essentiellement dans la même configuration, mais on peut voir qu'il est un petit peu plus faible. En fait, si on regarde ce qui s'est passé au niveau du Nasdaq
depuis les points bas. Il a accéléré beaucoup plus vite que le S&P, mais par contre, il n'a pas fait de nouveaux ATH sur les dernières sessions. Donc là, en fait, depuis le mois de juillet, on n'a pas fait de nouvelles ATH, ce qui veut dire qu'il est légèrement en retard maintenant par rapport aux autres indices. Là, on voit qu'on est en train de former un doji, ce qui nous dit qu'on a justement une hésitation sur ce haut de marché. Donc là, on va devoir constater si le prix est capable de passer au-dessus des ATH précédents. Pour l'instant, les bandes de Bollinger restent orientées à la hausse et on peut voir que la VWAP ancrée en fait du dernier moment de grosse consolidation qu'on avait eu ici au niveau du mois d'octobre 2023, eh bien, elle a fait support déjà 2 fois. Donc, racheter quand on est à la VWAP ancrée, qui est la moyenne de prix d'achat des personnes qui ont acheté depuis octobre 2023, ça peut être un très très bon point pour un rebond de marché. Voilà, au niveau du Z-score, bien entendu en weekly on est toujours assez élevé, on regardera en daily par la suite. Les volumes, eux, ils sont à peu près à la moyenne, mais on peut constater qu'il y a une tendance à la baisse en fait des volumes sur cette dernière période. Donc on peut voir là aussi des institutionnels re-rentrer sur le marché. Maintenant on va regarder le Dow Jones, et le Dow Jones, lui en fait il s'est plutôt bien porté sur les dernières périodes. On va agrandir un petit peu ici. Donc le Dow Jones, moi je trouve que c'est vraiment un leader du marché en ce moment, et ce que ça nous indique en fait c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en mode beaucoup plus défensif. Donc là tu peux voir que justement c'était un indice qui était plutôt stagnant pendant assez longtemps, mais depuis justement décembre 2023 on a retrouvé de l'intérêt ici, et moi je pense que c'est parce que justement il y a eu beaucoup trop d'actifs qui ont pompé au niveau de la tech. Et on a aussi beaucoup de mauvais signaux, donc on a eu des signaux de récession comme j'en avais parlé, qui maintenant sont en train de se mitiger un petit peu, mais qui ont quand même été donnés, donc ça a pu faire peur à beaucoup d'investisseurs. Mais il y a aussi tout ce qui se passe avec les tensions géopolitiques internationales, et je pense que ça justement, ça peut amener au fait que beaucoup d'investisseurs vont se réfugier dans les valeurs refuges du Dow Jones, et qui fait que le Dow Jones se porte très très bien. Donc pour l'instant, un de nos indices leaders qui fait de nouveaux ATH régulièrement, et qu'il va falloir surveiller en fait au cours des prochaines semaines pour détecter s'il y a une faiblesse. En fait, pour moi, ça va être vraiment notre baromètre de marché. Donc si on voit que le Dow Jones commence à avoir de la faiblesse, il va falloir commencer à regarder si on peut trouver des actifs pour protéger notre capital en cas de récession. Pour l'instant, il se porte très très bien, donc on peut continuer à investir sur le marché boursier et sur les marchés en général. Attention par contre sur le Z-score, on peut voir qu'il y a eu de nombreux signaux maintenant de surchauffe qui ont été donnés. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir vendre, mais ça veut dire qu'on peut avoir un ralentissement de la croissance à ce niveau-là. Et maintenant, on passe au Russell 2000. Donc le Russell, lui, c'est l'indice en fait des petites capitalisations. Donc ce que tu peux voir, c'est ici en hebdomadaire le Russell. Donc là, je dézoome un petit peu pour que tu puisses constater où étaient les ATH précédents, donc plutôt au niveau des 240. Et là, pour l'instant, on est sur le niveau des 225. Et on peut voir que ce niveau a fait résistance plusieurs fois déjà, mais qu'on est en train tranquillement de faire un triangle ascendant sur ce niveau. Le triangle ascendant, c'est généralement une figure haussière parce que ça nous prouve en fait tout simplement que les bulls, ils arrivent à remonter le prix à chaque fois sans perdre beaucoup de terrain par rapport aux bears. Donc moi je donne quand même assez peu de crédit au pattern, et je regarde plutôt les conditions macroéconomiques, et ensuite j'utilise les patterns uniquement quand ils vont dans le sens des conditions macroéconomiques. Ici, la condition qui est plutôt favorable au Russell, en fait, c'est la baisse des taux, puisque c'est des compagnies qui sont avec des capitalisations moins élevées, qui ont moins d'actifs, et qui donc ont plus de mal à emprunter des capitaux sur le marché. Donc, quand les taux sont très élevés, eh ben, eux, ils ont un taux encore plus élevé que les États, bien entendu, pour pouvoir avoir du capital pour lancer de la croissance dans leurs entreprises. Et donc quand les taux baissent, eh ben, ils ont des financements beaucoup plus avantageux pour eux, et donc ils peuvent retrouver de la croissance. Et c'est ce qu'on a vu en fait depuis le mois d'octobre. On a eu vraiment
une jolie pression haussière ici. Et en fait, depuis qu'on a anticipé qu'il allait avoir des baisses de taux, et cet indice s'est plutôt bien porté. Donc les actifs qui sont dans cet indice sont plutôt bien portés. Et là, on arrive en fait vers les limites de l'ATH précédent. Donc moi, je pense qu'on va très certainement voir les 234. Et ensuite, il va falloir voir si on casse cet ATH. Mais si on casse l'ATH, là, ça pourra être aussi un des indices sur lesquels il y aura éventuellement de l'attraction à aller chercher. Donc pourquoi pas continuer à le surveiller. Attention par contre, si l'économie part en récession, ce sera vraiment un des indices qui va le plus pâtir de cette condition de marché, puisque tout simplement personne ne se réfugie dans des small caps. Donc ce sera vraiment un indice qui va être boudé si on part en récession. Et maintenant, on va regarder un petit peu les actifs risk-on et risk-off. Donc ce que tu peux voir, c'est que ici, en vert clair, on voit les obligations de long terme. Les obligations de long terme, elles évoluent dans un range depuis assez longtemps. Et en ce moment, on est sur le bas de ce range. Donc on a des opportunités d'achat qui sont offertes ici, avec la perspective que les taux vont continuer à baisser en fait dans les sessions qui s'en viennent, dans les années qui viennent en fait carrément, et que ça devrait faire remonter le prix des obligations. Donc il faut pour ça que l'on voit soit l'inflation continuer à baisser et le chômage remonter pour que cette condition continue. Moi, j'ai pris ce pari-là. Comme tu le sais, j'ai fait des vidéos sur mes investissements sur les obligations américaines. Donc, pour l'instant, je reste complètement investi sur les obligations américaines et j'attends que cette condition de marché se réalise. Si jamais on voit une invalidation, comme par exemple avec un bris du bas du range et possiblement aussi l'inflation qui commence à remonter, etc., eh bien, il faudra bien entendu sortir de ces positions, même avec des pertes, si jamais la condition n'est plus requise pour pouvoir bénéficier du marché. Ici, on peut voir que les taux, que le dollar, lui, a bien rebondi. Donc cette courbe-là, le dollar, est plutôt en hausse et on arrive encore une fois vers le haut de range précédent. Donc ici, on devrait avoir une résistance. On va voir si maintenant le dollar repart à la baisse, ce qui devrait refaire monter le prix des autres actifs. L'or reste le meilleur actif sur le marché de cette année, bien plus performant que le S&P, et en fait il vient de faire des nouveaux ATH, donc pour l'instant la croissance sur l'or continue, et ça, ce que ça nous prouve, c'est qu'il y a beaucoup en fait de craintes sur les marchés, puisque les investisseurs se réfugient dans la valeur refuge par défaut qui est l'or. Et ça nous prouve aussi que en fait le monde se scinde en plusieurs blocs, mais qu'il faut quand même continuer à commercer. Et donc, comme par exemple si tu es russe et que tu dois faire affaire avec des Américains, ben tu sais qu'en ce moment il y a eu des saisies sur les actifs russes, donc potentiellement tu vas vouloir faire affaire, mais en or, puisque il n'y a pas la mainmise d'un État sur cette devise. C'est la devise mondiale en fait qui permet de s'entendre tous ensemble, même sans avoir des accords politiques, etc., même quand la monnaie ne fonctionne plus. Donc il y a vraiment dans ce graphique de la tension géopolitique qui se lie et de la crainte des investisseurs sur le marché. Donc pour l'instant, cette condition bénéficie à l'or et il vaut mieux être investi dans l'or pour, je pense, encore un bon moment à venir, puisque on voit que la performance ne baisse pas. Pour ce qui est des biens de consommation de base, on peut voir que on avait eu beaucoup de traction à la hausse, et puis que là on est sur un petit ralentissement. Pour l'instant, rien de spécial, c'est juste une respiration de marché. Donc il faudra constater si on continue à avoir de la hausse ici, ce qui pourrait nous indiquer que simplement on est dans des conditions un petit peu plus récessionnistes et que les personnes essayent de faire des réserves et de se concentrer sur la consommation de base et non pas sur de la consommation discrétionnaire. Ici, on voit le S&P 500. Le S&P 500, il est toujours à la hausse, donc pour l'instant, pas de problème sur les marchés. Et tant qu'on ne constatera pas de faiblesse ici, on ne pourra pas se dire qu'il faut sortir des marchés boursiers.
Au niveau du Bitcoin, ça fait très très longtemps que ça stagne et pour l'instant, je pense que ça a bien désespéré de nombreux investisseurs. On est maintenant de retour proche des hauts de range des 70 000 $ et on va vouloir constater si ce haut de range casse. Bien entendu, c'est un actif qui ne devrait pas vraiment profiter de la récession, même si en ce moment, on peut voir que la mentalité commence à changer légèrement et que certaines personnes y voient un actif refuge. Je pense que les personnes qui ont les plus gros capitaux vont plutôt se réfugier dans l'or et non pas dans le Bitcoin. Par contre, dans des pays dans lesquels il y a des grosses tensions au niveau de l'argent, donc on ne peut pas transiger avec de l'argent traditionnel, avec des monnaies fiat. On a déjà vu que, par exemple, au Venezuela, les crypto-monnaies sont très très utilisées. En Turquie, ça leur a permis aussi de sortir rapidement en fait de leur monnaie qui était en train de se dévaluer et de se retourner vers des monnaies qui sont plus intéressantes. Donc le Bitcoin, il peut avoir son rôle à jouer, mais attention, en cas de récession, moi je pense que ça peut vraiment faire très 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 mal sur cet actif. Pour l'instant, on est très très loin de voir une récession, donc si on continue à avoir de l'attraction sur les marchés, ça peut être un des actifs qui surperforme les autres. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que depuis le début de l'année, en fait, cet actif-là a largement surperformé le S&P. Sur les biens de consommation discrétionnaire, on peut voir que là aussi, on a fait un nouveau plus haut et qu'on est en train de stagner tranquillement. Donc, pour l'instant, ça veut dire que la consommation se porte plutôt bien aux États-Unis. Mais on a une pause en ce moment et on veut voir que ça casse à la hausse pour continuer à nous donner des bons signaux qui vont justement dans le sens plutôt d'un atterrissage en douceur de la Fed et non pas d'une récession brutale. Pour ce qui est des prix du pétrole, on peut voir que les prix du pétrole, ils évoluaient dans un range depuis très longtemps et que pour l'instant, en fait, on n'arrive pas à revenir sur les hauts de range et on continue en fait à faire pression sur le bas de range. Donc moi, à chaque fois qu'il arrive sur le bas de range, je prends un trade sur des options, ce qui me permet d'accumuler un petit peu plus de capital sur mon compte d'options. Mais cette faiblesse du pétrole, c'est plutôt bon signe en fait pour une baisse de l'inflation, même si on ne peut pas dire qu'on est vraiment sur des points bas de pétrole, étant donné que en fait, ça fait très longtemps qu'on évolue dans ce range. Donc il n'y a pas vraiment énormes différences par rapport aux conditions qu'on avait avant, un petit peu plus tôt dans l'année, en 2023, etc. Pour ce qui est des commodities, en fait, ça suit plus ou moins les prix du pétrole, mais avec une variation plus faible. Donc moi, c'est pas vraiment un actif que je vais aller trader, je vais plutôt me concentrer sur le pétrole, puisque le pétrole, en fait, on le retrouve un petit peu dans n'importe quel bien de consommation, étant donné qu'il faut du pétrole pour transporter n'importe quoi. Donc le mieux, c'est de se concentrer sur le pétrole comme énergie majeure de l'économie mondiale en ce moment. Et ensuite, on peut regarder un petit peu le prix de l'or par rapport au DJI. Donc là, si tu regardes au niveau mensuel, en fait, on peut voir que l'or surperforme le Dow Jones, mais vraiment massivement, en fait. Là, depuis le mois de mars 2024, on peut voir que le marché boursier n'a fait que de baisser face à l'or. Et on est maintenant sur des niveaux de support historique au niveau des 15,92. Et si on commence à casser à la baisse, en fait, si je passe en annuel, tu vas pouvoir voir ici un graphique de très long terme avec cette droite de tendance haussière, et cette droite de tendance haussière, elle a fait support pour l'instant une fois quand on est allé la rechercher, et là on ne veut pas voir casser ça à la baisse parce que sinon on risque de retourner en fait sur ces bas de marché, ce qui voudrait dire que le marché boursier se porterait très mal, et par contre que l'or se porterait très bien. Donc là, attention, on a vraiment un signal que l'or se porte bien. On est sur des prix assez limites. Donc si on regarde au niveau du mensuel, ça fait vraiment longtemps en fait que cette zone-là ne veut pas casser. Ça fait depuis avant 2022. Et si jamais elle casse à la baisse, ce serait vraiment pas une très bonne nouvelle pour le marché boursier. Maintenant, on peut regarder le market Bress. Donc le market Bress, tout simplement, ce qu'on peut constater, c'est que ce soit sur le long terme ou le court terme, donc là c'est pour le S&P,
Sur le court terme, on est allé rechercher la zone des 80. Sur le moyen terme, on est aussi allé rechercher la zone des 80. Et sur le long terme, on est carrément au-dessus de la zone des 80. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 80% des actions du S&P 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile. Et ça, ça veut dire qu'on est dans un très très gros bull market. Mais ça veut aussi dire qu'il y a une surchauffe qui commence à se manifester au niveau de ce bull market, puisque beaucoup trop d'actions sont en surperformance. Donc quand tout le marché surperforme et que ce n'est pas juste certains secteurs qui sont favorisés, ça veut dire qu'il y a un engouement qui est peut-être un petit peu trop fort de la part d'investisseurs qui ne savent pas quoi choisir dans leurs investissements. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans une période d'euphorie. La période d'euphorie, ça peut durer assez longtemps, hein, ça peut durer plusieurs années, mais ça nous indique quand même quelque chose d'assez puissant à ce niveau-là, et que le retournement pourrait faire en fait très très mal si jamais ça arrivait. Ensuite, si on regarde le ratio de call versus puts, on peut voir qu'en ce moment, il y a énormément de call sur le marché, hein, puisque là, on peut voir que les puts sont vraiment partis à la baisse et sont dans la zone rouge en fait qui est un petit peu la zone basse. Généralement ça nous indique qu'il y a un très fort engouement à la hausse pour la fin de l'année, donc c'est plutôt positif, mais en même temps si ça arrive vers des niveaux extrêmes, il y aura un incentif à forcément ne pas donner raison à la majorité des personnes. Maintenant, si on regarde les différents secteurs, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les utilities et la finance qui sont dans le haut du panier avec les communications. Et généralement, les utilities et la finance, c'est des secteurs extrêmement défensifs. Donc, quand on voit que les personnes accumulent des stocks de utility et de finance, c'est qu'il y a de la peur sur le marché et qu'on va vers des valeurs qui vont nous verser des dividendes et qui n'ont pas de variation extrême. On a en plus les valeurs industrielles qui sont elles aussi très hautes, accompagnées bien entendu de la technologie. Donc là on a un mix qui est un petit peu bizarre parce qu'en même temps on a la tech qui est généralement plus volatile et les communications qui sont généralement assez volatiles, avec un mix avec des stocks défensifs. Donc on peut voir comme ça une genre de rotation sectorielle et ça fait poser un petit peu des questions par rapport à la peur de récession. Donc je propose de continuer à surveiller ça. Pour l'instant, je n'ai pas de lecture plus précise par rapport à ça, à part de dire que il y a deux secteurs qui sont un peu antagonistes qui sont en train de surperformer. Avant, c'était plutôt que les communications et la technologie. Et maintenant, on voit les secteurs défensifs revenir sur le premier plan. Donc, on veut voir si cette tendance se confirme. Si jamais on voit vraiment une baisse des stocks technologiques et de la faveur sur les stocks à dividendes, eh bien, il faudra se dire que la récession a beaucoup plus de chances d'arriver. Pour ce qui est du reste, tout a quand même performé cette année, hein, donc même ce qui a le moins bien performé, c'est-à-dire l'énergie, a fait 7% sur l'année, donc c'est pas, on est loin d'être dans des performances dégueulasses, mais on peut voir que le reste est dans un panier assez serré en fait, et qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire avec ce bas du panier. Il vaut mieux se concentrer ici sur le haut du panier. Et puis maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des indices mondiaux, on peut voir que sur le très long terme, c'est toujours l'Inde et les États-Unis qui surperforment, avec un petit peu plus bas le Brésil et le Japon, qui sont les indices qui sont au-dessus de la moyenne long terme du marché mondial, qui est ici en violet. Mais par contre, si tu regardes sur l'année, donc ici à droite, on peut voir que le marché de Hong Kong, qui est un des marchés les plus sous-évalués, hein, il a vraiment perdu énormément en fait dans les 10 dernières années, et bien ce marché est en train de se réveiller et est le top performer de l'année. Donc pour l'instant, on peut dire que j'ai eu le nez assez fin sur mes investissements en Chine. Ça a commencé à bien rapporter, d'ailleurs on peut voir la Chine ici en rouge qui est elle aussi bien remontée avec le marché de Hong Kong, mais en fait le marché de Hong Kong, il y a à peu près une dizaine d'années, c'était un marché qui était plutôt lié avec le marché anglais, mais maintenant c'est un marché qui est totalement lié avec le marché chinois. On pourrait dire même que c'est un proxy du marché chinois pour les investisseurs occidentaux qui veulent investir avec une réglementation qui est beaucoup plus proche de la réglementation occidentale et qui donc rassure. Donc moi c'est pour ça que j'investis sur le marché de Hong Kong plutôt que d'investir sur le marché chinois directement, parce que c'est beaucoup plus facile en fait de faire affaire avec le marché de Hong Kong via Interactive Broker par exemple. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que
la plupart en fait des indices sont sur une tendance haussière cette année, à part l'indice russe et l'indice brésilien qui eux sont plutôt à la baisse, mais sinon tout le reste est plutôt en tendance haussière. Mais les seuls qui se démarquent et qui sont au-dessus en fait de la moyenne mondiale, ça reste l'indice américain et l'indice de Hong Kong. Donc je propose de continuer à se concentrer sur ces deux indices-là. Voilà, donc ça va clôturer un petit peu notre analyse macroéconomique. J'espère que ça t'a vraiment plu. Je fais ça, comme je te l'ai expliqué, toutes les semaines sur le Discord. Donc tu peux rejoindre le Discord avec le lien en description si tu veux avoir ces analyses. Elles sont sur format écrit, donc c'est beaucoup plus facile pour regarder le graphique et lire des analyses bien précises et beaucoup plus concises que ce que je peux faire ici quand je le fais en live. Et ça te permet de te faire une bonne idée en fait sur l'évolution du marché au fur et à mesure des mois qui passent. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. En plus on discute aussi entre nous de tout et de rien. Si tu as des questions, tu pourras bien sûr les poser et je te répondrai, ainsi que les autres investisseurs qui sont sur le Discord. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Ciao.